Je m'appelle Clara. J'ai 28 ans, et je suis le premier docteur de toute ma famille. J'ai toujours cru que le jour où j'entendrais enfin quelqu'un dire « Docteur Clara » dans un microphone, mes parents seraient là, au premier rang, pleurant plus fort que n'importe qui d'autre. Je pensais qu'un diplôme, une toque, une robe universitaire et cette année à me tuer à la tâche pour ce rêve me rendrait enfin impossible à ignorer. J'avais tort. Ma mère n'a pas oublié ma remise des diplômes, elle l'a ignoré volontairement. Elle a choisi le barbecue dans le jardin de mon frère plutôt que de me regarder traverser la Seine pour mon doctorat. Et mon père il m'a regardé droit dans les yeux au téléphone ce matin-là et a dit « Ne sois pas dramatique. C'est juste une cérémonie. » À cet instant, quelque chose en moi s'est brisé d'une manière que je ne pourrai jamais réparer. Ma mère a oublié ma remise des diplômes exprès. Ils ont choisi le barbecue de mon frère plutôt que mon doctorat. Papa a dit « Ne sois pas dramatique. » Alors, j'ai changé de nom et je ne suis jamais revenu. Et cette décision a tout changé. Ce que j'ai fait ensuite n'était pas une crise de colère. C'était froid, calculé et définitif. Des avocats, des formalités administratives, un nouveau nom de famille, et une réaction en chaîne qui a transformé mes parents en méchants d'une histoire dans laquelle ils n'auraient jamais imaginé se trouver. Aujourd'hui, ils disent que j'ai détruit la famille. Mais quand ils riaient devant des burgers pendant que je traversais cette scène seule, ils ne se souciaient pas de savoir s'ils étaient en train de me détruire. Avant que je ne vous raconte exactement ce que mon père a dit lors de cet appel, et comment le fait de partir et de changer de nom a fait éclater toute ma famille, dites-moi, quelle heure est-il là où vous êtes, et de quel endroit dans le monde regardez-vous? Je veux voir jusqu'où peut voyager une histoire sur le fait de se choisir soi-même plutôt que sa propre famille. Le matin de la remise des diplômes à Lyon, je me suis réveillé avant mon réveil, le cœur battant comme s'il participait à une course pour laquelle je ne m'étais pas entraîné. Pendant quelques secondes, je suis resté allongé là, dans la pénombre, fixant le plafond et laissant le calme prétendre que tout dans ma vie était normal. Puis la réalité m'a frappé. C'était le moment. Cette année sans sommeil, des dîners achetés aux distributeurs automatiques, des crises de panique avant les examens et une remise en question de chaque choix de vie que j'avais fait devaient enfin porter leurs fruits aujourd'hui. Aujourd'hui était le jour où j'entendrais enfin quelqu'un prononcer le nom, Dr Clara Bernard, à travers un microphone dans une grande salle résonnante. Dans ma tête, j'avais rejoué ce moment 1000 fois. Chaque version comportait les mêmes détails, ma mère au premier rang, le mascara coulant à force de pleurer, mon père prenant beaucoup trop de photos sur son téléphone, zoomant trop près et coupant le haut de ma toque, tous les deux se levant avant tout le monde lorsque mon nom serait appelé, mon frère Lucas levant les yeux au ciel et faisant semblant de s'en moquer, mais se vantant secrètement plus tard. Ce fantasme était mon carburant. Je m'y accrochais chaque fois que j'étais si épuisé que je ne voyais plus clair. Je me disais, ils seront là quand cela comptera. Ils le doivent. Je me suis habillé lentement, presque rituellement. Une douche, une chemise repassée, la robe noire qui ressemblait encore à un costume. J'ai lissé des plis invisibles encore et encore, comme si je pouvais effacer des années passées à être un bruit de fond dans ma propre famille. J'ai épinglé la toque, ajusté le pompon, puis j'ai pris du recul par rapport au miroir et j'ai essayé de me voir comme j'espérais que mes parents me verraient. Le premier docteur de la famille, celle qui a réussi, la preuve que tout leur sacrifice signifiait quelque chose. J'avais même passé un temps embarrassant à décorer le dessus de ma toque avec des lettres blanches soignées, premier docteur de la famille. C'était censé être mignon, un peu fier, un peu drôle. En la regardant ce matin-là, cela a soudainement ressemblé à une question. Premier docteur de la famille. Est-ce que la famille s'en soucie seulement? Avant que je ne commence à sombrer, mon téléphone a vibré sur la table de nuit. Maman, affichez l'écran. Un soulagement m'a envahi si vite que j'ai failli rire. Bien sûr qu'elle appelait. Bien sûr qu'ils étaient déjà dans la voiture, en train de se disputer pour le stationnement et de se plaindre des embouteillages. J'ai répondu avec un sourire déjà présent dans la voix. Salut, vous êtes en route? Si vous êtes parti tôt, vous devriez encore avoir de bonnes places. Ils ont dit. Ma chérie, écoute. Sa voix a coupé la mienne, claire et trop légère, comme si elle était sur le point d'annuler un déjeuner, et non quelque chose qui n'arrive qu'une fois dans une vie. Nous avons confondu les dates. Mon cerveau s'est figé. Quoi? Le barbecue de ton frère Lucas est aujourd'hui. Elle s'est précipitée comme si elle devait tout dire avant que je ne puisse l'interrompre. Nous avons déjà invité tout le monde. Il y a des tonnes de nourriture. Ton père fait mariner la viande depuis hier.
C'est un événement important pour lui et pour l'entreprise de ton frère, avec des clients qui viennent et tout le reste. Nous ne pouvons pas simplement annuler. Ce serait impoli. J'ai fixé le mur pendant une seconde, ne sachant pas si j'avais réellement entendu ce que je pensais avoir entendu. Vous ne venez pas, ai-je dit lentement, à ma remise de diplôme de doctorat. Il y a eu un silence. Puis elle a poussé ce soupir que je ne connaissais que trop bien, celui qui disait « Tu rends les choses plus difficiles qu'elles ne devraient l'être. » Nous nous rattraperons, a-t-elle dit. Nous ferons un beau dîner la semaine prochaine. Nous nous habillerons bien, nous prendrons des photos avec ton diplôme, et nous les publierons. C'est la même chose. De cette façon, ton frère ne perd pas la face devant ses clients. Ma main s'est crispée sur le téléphone. Ce n'est pas la même chose, ai-je dit. Ce n'est pas un événement quelconque. J'ai travaillé 7 ans pour cela. 7 ans d'examen, de clinique, de stage et à vous voir à peine. C'est le seul jour où vous êtes censé être présent pour moi. J'ai entendu un bruit de mouvement étouffé, puis la voix de mon père en arrière-plan, « Donne-moi le téléphone. » Une seconde plus tard, il était en ligne. « Clara » a-t-il dit, avec ce ton calme et fatigué qu'il utilisait lorsqu'il pensait que je réagissais de manière excessive. « Ne commence pas. Nous sommes fiers de toi, d'accord ? Nous le sommes vraiment, mais c'est juste une cérémonie. Ils disent ton nom, tout le monde applaudit, tu marches, c'est fini. Tu as déjà accompli la partie difficile. Tu sais que nous te soutenons. Si vous me souteniez, ai-je dit doucement, vous seriez sur ces sièges. » Il a émis un son de frustration. Tu sais combien de travail ce barbecue a demandé. Ton frère a construit tout son réseau autour d'événements comme celui-ci. Les gens nous attendent. Nous ne pouvons pas simplement les laisser tomber pour nous asseoir dans une foule et écouter une liste de noms que nous ne connaissons pas. Nous fêterons cela correctement la semaine prochaine. Ne sois pas dramatique. C'était là. La phrase que j'avais entendue sous une forme ou une autre toute ma vie. Ne sois pas dramatique. Dit lorsqu'ils quittaient ma pièce de théâtre scolaire à l'entracte. Dit lorsqu'ils oubliaient de venir à la soirée parents-professeurs. Dit lorsqu'ils séchaient ma cérémonie de remise de bourse parce que mon frère avait besoin de la voiture. C'était le pansement familial qu'ils appliquaient sur chaque blessure qu'ils ne voulaient pas regarder. Quelque chose en moi est devenu très immobile. Ma toque et ma robe pendaient à la porte du placard derrière moi, attendant. Mon fantasme de les voir au premier rang s'est dissous si proprement que j'ai eu l'impression qu'il n'avait jamais été réel. D'accord, m'entendis-je dire. Ma voix semblait plate, étrangère. J'ai compris. Amusez-vous bien au barbecue. Ma mère a repris la ligne. Ne dis pas ça comme ça. Nous fêterons cela, tu verras. Envoie-nous beaucoup de photos, d'accord ? Nous voulons te voir sur scène. J'ai mis fin à l'appel avant de dire quelque chose que je ne pourrais pas retirer. Pendant 1 minute, je suis resté là, dans ma chambre silencieuse, le téléphone encore pressé contre mon oreille, écoutant la tonalité. J'ai pensé à ne pas y aller, à enlever la robe, à retourner au lit et à laisser la journée glisser comme s'il s'agissait d'un mardi ordinaire. Mais une pensée pire m'a frappé, si je n'y allais pas, il dirait probablement à tout le monde que j'avais abandonné à la dernière minute, que j'étais trop émotive, trop fragile. Alors j'y suis allé. Je suis monté dans ma voiture. J'ai conduit jusqu'à l'université de Lyon. Je me suis garé entre des monospaces décorés avec « Félicitations diplômés » écrit au savon sur les fenêtres. Des familles en sortaient en portant des fleurs, des ballons et des pancartes écrites à la main. J'ai marché seul. À l'intérieur de la salle, le bruit était un mur, des acclamations, des rires, des bébés qui pleuraient, le rythme de l'orchestre jouant quelque chose d'énergique et d'encourageant. Des rangées et des rangées de familles remplissaient les sièges. Les gens faisaient signe à leurs enfants en bas sur le sol. J'ai trouvé mon siège assigné dans la section des diplômés et je me suis assise. Les chaises de chaque côté de moi étaient marquées de petits panneaux de réservation là où mes parents étaient censés se trouver. Je les ai laissés là, je n'ai pas pu me résoudre à les arracher. Lorsque le doyen nous a demandé de nous lever et de nous tourner pour saluer nos familles, une mer de bras s'est levée. Des téléphones ont clignoté. Des gens ont crié des noms. Je me suis tourné avec tous les autres, j'ai fixé l'endroit où mes parents auraient dû être, et j'ai vu des inconnus, un père avec une casquette de baseball, une petite fille avec des couettes tenant une peluche, un vieux couple se disputant à propos de l'appareil photo. Personne qui m'appartenait. J'ai levé la main à moitié, puis je l'ai laissé retomber. Personne n'a remarqué.
La cérémonie s'est poursuivie. Des noms, des applaudissements, des noms, des applaudissements. Chaque fois que quelqu'un traversait la scène et que sa section du public explosait de joie, je ressentais une petite piqûre, comme un élastique claquant contre la même zone meurtrie de mon cœur, encore et encore. Ce n'était pas de la jalousie, c'était une confirmation. Voilà à quoi ressemble la normalité. Voilà ce que je n'ai pas. À un moment donné, mon téléphone a vibré dans ma poche. Pendant un moment de calme, j'ai jeté un coup d'œil discret. C'était une photo de mon frère, un buffet de barbecue parfaitement disposé, de la fumée s'élevant du grill, des gens qui riaient. Mes parents étaient à l'arrière-plan, mon père avec des pinces à la main, ma mère tenant un saladier. Ils semblaient détendus, heureux, présents. On aimerait que tu sois là, disait la légende, suivie d'une émoticône qui rit et d'une flamme. L'horodatage de la photo correspondait à la minute exacte où l'on avait dit à ma rangée de se lever et de se diriger vers la scène. Quand ils ont enfin appelé mon nom, Dr Clara Bernard, j'ai marché sous les projecteurs et j'ai forcé un sourire si large qu'il me faisait mal aux joues. J'ai serré la main du doyen. J'ai pris le diplôme. J'ai posé exactement comme on nous l'avait dit. Quelque part au fond de la salle, un caméraman professionnel balayait la foule du regard, cherchant mes supporters, prêts à capturer des parents fiers sur le grand écran. Il n'en a trouvé aucun. Après la cérémonie, les diplômés se sont déversés dans la cour, engloutis par leur famille. Il y avait des fleurs partout, des confettis, et des gens qui pleuraient, riaient et s'enlaçaient. Les parents entouraient leurs enfants de leurs bras comme s'ils venaient de survivre à une guerre ensemble. Je me suis écarté, serrant le tube de mon diplôme, faisant semblant de faire défiler mon téléphone pour ne pas paraître aussi seul que je l'étais. Une femme d'une 50aine d'années, la mère d'un autre diplômé, est passée devant moi, puis s'est arrêtée et est revenue sur ses pas. « Voudrais-tu une photo, ma chérie ?» a-t-elle demandé gentiment. « Je peux en prendre une de toi et de ta famille. » J'ai forcé un sourire. « Il n'y a que moi », ai-je dit en soulevant un peu le diplôme. Ma famille n'a pas pu venir. Son visage est passé de la surprise à quelque chose qui ressemblait à un mélange de pitié et de colère. « C'est leur perte », a-t-elle dit doucement. « Laisse-moi en prendre une de toi quand même. Tu mérites une photo. » Je lui ai tendu mon téléphone. Je me suis tenu devant la fontaine du campus dans ma toque et ma robe, le soleil dans les yeux, tenant un diplôme que j'avais gagné avec tout ce que j'avais. Elle a pris quelques clichés et m'a rendu mon téléphone. « Félicitations, docteur », a-t-elle dit, et elle est partie avant que je ne puisse pleurer devant elle. Plus tard dans la soirée, j'ai publié l'une de ces photos. Pas de filtre, pas de légende sophistiquée, juste, premier docteur de la famille. Mes parents n'ont pas pu venir. Ils avaient un barbecue. J'ai regardé les mentions, j'aime, et les commentaires arrivés de la part d'amis de l'école, de camarades de classe et de quelques professeurs. Mais les seuls noms que je cherchais ne sont jamais apparus. Aucun, nous sommes si fiers de toi, aucun, désolé de n'avoir pu être là, nous avons fait une erreur. Rien. Juste le silence de leur côté et de la fumée de grill sur la publication éphémère de mon frère. Question pour vous, si vos parents manquaient le plus grand jour de votre vie pour une fête dans un jardin et vous disaient de ne pas être dramatique à ce sujet, l'accepteriez-vous, leur pardonneriez-vous et passeriez-vous à autre chose? Ou serait-ce le jour où vous croiriez enfin que vous comptez moins pour eux que leur confort? Après la cérémonie, mes camarades de classe sont partis vers des dîners et des fêtes, serrés dans les bras de leurs parents. Je suis retourné dans mon appartement silencieux, j'ai jeté mes clés sur la table et j'ai fixé la toque et la robe suspendue sur une chaise comme une plaisanterie. Mon téléphone a vibré avec quelques messages de félicitations et des émoticônes de cœur. Rien de la part de mes parents jusqu'à ce que la notification de mon frère apparaisse. Un jardin bondé, un grill fumant, ses amis avec des gobelets rouges, mes parents à l'arrière-plan en train de rire. On aimerait que tu sois là, disait la légende avec une émoticône qui rit et une flamme. Je me suis assise par terre, le dos contre le canapé, et j'ai zoomé sur leur visage. Ils semblaient heureux, détendus, pleinement présents mais pas pour moi. La vérité s'est installée dans mon ventre, ils n'avaient pas confondu les dates. Ils avaient choisi le barbecue plutôt que mon doctorat volontairement. J'ai ouvert la discussion de groupe familial, les doigts tremblants, et j'ai tapé « Aujourd'hui, je suis devenu le docteur Clara Bernard. Vous avez choisi un barbecue plutôt que d'être là. » Je ne l'oublierai pas, des bulles de saisie sont apparues, ont disparu, puis sont revenues. Enfin, ma mère a répondu « Nous avons dit que nous fêterions cela la semaine prochaine. Ton père a travaillé dur pour ce barbecue.
Ton frère a invité des gens. Pourquoi fais-tu tout ce drame? C'est exactement pour cela que nous ne voulions pas faire toute une histoire de la cérémonie. Pas de « nous sommes désolés ». Pas de « nous avons eu tort ». Juste des excuses et ce même vieux mot « drame ». Les larmes sont venues, rapides et douloureuses. Je me suis laissé glisser jusqu'à être presque allongé sur le sol, sanglotant dans mes mains, revoyant les sièges vides à côté de moi et le son de mon nom englouti par des applaudissements destinés à d'autres personnes. Quand les pleurs se sont enfin arrêtés, ce qui restait n'était pas de la douceur. C'était un nœud dur et froid et une pensée claire, s'il pouvait manquer cela, il manquerait n'importe quoi. J'ai réalisé que j'avais traité leur amour comme un examen que je pourrais enfin réussir avec les bonnes notes, la bonne carrière, la bonne attitude. Mais il n'y avait rien de mal avec mes réponses. C'était l'examen lui-même qui était truqué. J'ai essuyé mon visage, ouvert mon ordinateur portable et tapé dans la barre de recherche, processus de changement de nom légal France. Cela a commencé par un « et si ». Les étapes étaient simples, déposer une requête, payer des frais, se présenter au tribunal, publier un petit avis. Les gens le faisaient tout le temps pour correspondre à un conjoint ou marquer un nouveau chapitre. Je voulais le faire pour enterrer la version de moi qui attendait encore que mes parents se manifestent. Si j'allais tuer Bernard, j'avais besoin d'un nom qui signifie quelque chose. J'ai sorti une vieille boîte à chaussures de mon placard. À l'intérieur se trouvaient des lettres de ma grand-mère, la mère de mon père, Élise Morel. C'était elle qui venait à mes pièces de théâtre scolaire quand mes parents étaient trop occupés, qui m'envoyait des billets de 5 € avec des mots disant « Je suis fier de toi ». Continue. Dans une lettre, elle écrivait « Certaines familles donnent de l'amour comme on respire. D'autres vous obligent à gagner chaque inspiration. Ne reste pas là où tu dois toujours lutter pour ton air, Clara. » Après sa mort, plus personne n'a poussé mes parents à faire mieux. Les événements manqués se sont accumulés, et « Ne sois pas dramatique » est devenu la devise familiale chaque fois que j'étais blessé. J'ai tracé sa signature, Élise Morel, et j'ai dit le nom de famille à haute voix. Morel. Cela n'avait pas le goût de la négligence. Cela avait le goût de la seule personne qui m'avait jamais choisi en premier. Sur le formulaire de requête, j'ai tapé « Prénom, Clara. Nom de famille, Morel. » Mes mains ont tremblé pendant quelques lignes, puis se sont stabilisées. Cela ressemblait moins à de la paperasse qu'au fait de signer mes propres papiers d'adoption. Je ne faisais pas que les quitter, je choisissais l'héritage que je voulais porter. Le lendemain matin, j'ai déposé les documents au palais de justice. L'employé les a tamponnés sans y jeter un second regard. Pour elle, c'était la routine. Pour moi, c'était le moment où Bernard a été placé sous assistance respiratoire. Sur le chemin du retour, j'ai envoyé des lettres recommandées à mes parents, à compter de cette date, je serai légalement connu sous le nom de Dr Clara Morel. Veuillez mettre à jour vos dossiers en conséquence. Aucune explication, aucune excuse. Ce soir-là, mon frère a appelé. Qu'est-ce que tu fabriques, a-t-il lancé. Maman panique. Papa dit que tu essaies de nous humilier. Tu changes de nom pour un barbecue? J'ai regardé sa photo de fête, encore ouverte sur mon écran. Je ne fais pas cela pour un barbecue, ai-je dit. Je le fais pour toute une vie. Le barbecue n'était que la preuve finale. Il a ricané. Tu es folle, Clara. J'ai répondu sans hésitation. C'est Morel. Et je ne suis pas folle. Je renais sans vous. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre, les mains tremblantes d'adrénaline plutôt que de peur. Puis j'ai fait une dernière chose. Une amie du lycée suivait encore le compte Facebook familial partagé de mes parents, celui qu'ils utilisaient pour chaque publication de vacances, parfaite. Avec son aide, j'ai obtenu un accès temporaire. J'ai ouvert l'album de ce jour-là, le barbecue de mon frère. Photo après photo de visage souriant et d'assiettes bien remplies. J'ai ajouté une photo de plus, mon cliché de remise de diplôme seul en toque et robe, debout devant la fontaine du campus sans famille à mes côtés. J'ai changé la légende de l'album en 3 mots, mauvaise priorité documentée. Ensuite, je me suis déconnecté et j'ai supprimé les identifiants. Ce n'était ni subtil ni poli, mais pour une fois, la vérité se trouvait à côté de leur version des faits là où tout le monde pouvait la voir. Cette nuit-là, fixant mon reflet dans la fenêtre sombre, je me suis demandé, s'ils ne sont pas venus pour cela, pourquoi viendraient-ils jamais? Le silence a répondu pour moi. À partir de ce jour, chaque fois que quelqu'un me traitait de « trop dramatique »,
je l'entendais comme un signe que ma vérité les mettait mal à l'aise, et non comme un ordre de me taire. Question pour vous, si vous aviez la chance de sortir légalement et publiquement de l'histoire que votre famille a écrite pour vous, la saisiriez-vous pour renaître selon vos propres termes? Ou resteriez-vous à lutter pour respirer dans un endroit où vous n'avez jamais été vraiment vu? Le processus légal a pris des mois, mais dans ma tête, Bernard est mort la nuit où j'ai soumis ces formulaires. Tandis que la paperasse avançait lentement dans le système, j'ai commencé à vivre comme si Clara Morel existait déjà. J'ai postulé pour des emplois dans une autre ville, certains dans mon domaine, d'autres dans n'importe quoi qui paierait le loyer. La plupart des endroits envoyaient des refus polis. Une clinique de santé mentale à Nantes, à des heures de Lyon, m'a proposé un poste de psychologue junior. Le directeur m'a prévenu, le salaire de départ est bas, la charge de travail est lourde, et beaucoup de nos patients viennent de situations familiales compliquées. Ce n'est pas prestigieux. J'ai presque ri. Des familles compliquées. Parfait. J'ai signé le contrat. Emballer mon appartement m'a donné l'impression de pratiquer une autopsie sur ma vie. Des livres de l'université, des notes autocollantes de préparation aux examens. Et des photos. Les photos étaient ce qui faisait le plus mal. Des matins de Noël avec mon frère au centre, moi à moitié coupé sur le bord du cadre. Des anniversaires où le gâteau était orienté vers lui, mon visage flou en plein clignement d'yeux. J'ai réalisé que même dans l'épreuve de ma vie, je n'étais qu'une réflexion après coup. J'ai mis la plupart de ces photos dans une boîte, je l'ai fermée avec du ruban adhésif et j'ai écrit un mot sur le couvercle, avant. Je l'ai laissé tout au fond du placard comme un corps dans une tombe peu profonde. Quand j'ai envoyé un courriel à mes parents pour leur dire que j'avais accepté un emploi à Nantes, je suis resté factuel. Je serai occupé à m'installer. J'ai besoin d'espace pour me concentrer sur ma carrière. Ma mère a répondu avec une émoticône de pouce levé, « Nous viendrons te voir quand les choses se seront calmées. » Mon père n'a jamais répondu. Dans la nouvelle ville, personne ne savait qui j'étais auparavant. Lors de mon premier jour à la clinique, je me suis présenté à la réceptionniste comme le docteur Clara Morel, même si le tribunal n'avait pas encore tamponné le changement. Le nom a résonné bizarrement dans ma bouche pendant une demi-seconde, puis s'est installé. J'avais enfin l'impression de porter des vêtements à ma taille. C'est là que j'ai rencontré Sophie. Elle était la thérapeute principale chargée de me superviser, une femme de la fin de la trentaine avec des yeux fatigués, un franc-parler et une façon d'écouter qui rendait le silence moins effrayant. Nous travaillions de longues heures ensemble, gérant à deux des séances de crise et remplissant des formalités administratives interminables. Un soir, après une journée brutale avec un client dont la mère utilisait l'oubli d'événements importants comme une arme, Sophie a jeté son stylo et a dit « C'est toujours la même chose. » Les parents jurent qu'ils ont fait de leur mieux. Puis on voit les enfants assis là, à ramasser les morceaux que personne n'admet avoir laissés tomber. Quelque chose en moi s'est détendu. Oui, ai-je dit. Certains d'entre nous pourraient écrire un livre là-dessus. Elle m'a étudié un instant. On dirait que c'est l'expérience qui parle, et non la théorie. Alors je lui ai raconté. Pas tout d'un coup, pas chaque détail, mais assez. Le favoritisme, la façon dont mes réussites étaient traitées comme un bruit de fond, le barbecue, les sièges vides à ma cérémonie de doctorat. Je lui ai montré la photo de remise de diplôme seule, puis, côte à côte, une capture d'écran du barbecue de mon frère prise exactement au même moment. Mon Dieu, a-t-elle murmuré. Ils ont vraiment choisi un grill plutôt qu'un doctorat. Sa question suivante a tout changé. Elle a demandé, « Qu'est-ce que tu vas faire de ça ?» J'ai cligné des yeux. Que veux-tu dire? Il y a une différence entre une histoire triste et une histoire de vengeance, a dit Sophie. Dans une histoire triste, le personnage principal demande « Pourquoi m'ont-ils fait ça ?» Dans une histoire de vengeance, il demande « Qu'est-ce que je vais faire avec ce qu'ils ont fait ?» Cette phrase s'est logée dans ma poitrine. Je suis rentré chez moi ce soir-là et j'ai ouvert un blog anonyme sous un pseudonyme, Docteur Monsieur. J'ai commencé à écrire sur la négligence familiale, les enfants prodigues et les frères et sœurs invisibles, ces parents qui vous traitent de « dramatique » quand vous montrez du doigt la blessure qu'ils vous ont infligée. Je n'ai pas utilisé de nom ni de lieu, mais les histoires étaient réelles. Un article en particulier a jailli de moi, quand vos parents manquent votre remise de diplôme pour un barbecue. J'ai décrit les chaises vides, l'appel téléphonique et la photo de la fête. J'ai terminé par « Certaines personnes diront que vous réagissez de manière excessive. Demandez-vous pourquoi elles sont plus contrariées que vous racontiez l'histoire plutôt que par le fait que l'histoire soit vraie. » Le blog était modeste au début,
quelques lecteurs le trouvant par des recherches nocturnes sur les familles toxiques. Puis un article a été partagé, puis un autre. Lentement, des commentaires ont commencé à apparaître, cela m'est arrivé aussi. Je pensais que j'étais folle. Merci de l'avoir dit à voix haute. Ma douleur n'était plus un secret. C'était un signal. Question pour vous, si transformer votre traumatisme en une histoire pouvait aider des inconnus à guérir, mais risquer un jour de faire voler en éclats l'image de votre famille, cliqueriez-vous quand même sur « Publier » ? Pendant presque 3 ans, je n'ai presque rien entendu de la part de mes parents au-delà de quelques courriels de groupe rigides pour les vacances et de l'envoi occasionnel d'une image humoristique. Je ne suis pas rentré à Lyon. Je n'ai pas envoyé de cadeaux. Quand ils appelaient depuis des numéros familiers, je laissais sonner. Ma nouvelle vie en tant que docteur Clara Morel était remplie de travail, de clients, de séances de thérapie et d'amitiés choisies et paisibles à Nantes. Le blog continuait de croître. Un article sur « L'enfant fantôme » et « L'enfant prodige » a été repris par un magazine en ligne de taille moyenne traitant de la santé mentale et de la dynamique familiale. Ils ont demandé s'ils pouvaient le republier. J'ai accepté, tant qu'ils n'utilisaient pas mon nom complet juste, Dr M, psychologue, pour ma sécurité. J'ai oublié cela après avoir cliqué sur envoyer. Une semaine plus tard, mon téléphone a commencé à vibrer pendant ma pause déjeuner à la clinique. Numéro inconnu. Je l'ai ignoré. Il a sonné encore et encore. Enfin, un message, « Clara, s'il te plaît. » C'est maman. C'est important. J'ai fixé l'écran, ressentant ce mélange familier d'effroi et d'espoir stupide. J'ai laissé l'appel aller sur la messagerie vocale. Ce soir-là, assise sur mon canapé dans le noir, j'ai écouté. Sa voix ne semblait pas normale, tendue, paniquée. « Clara, si c'est toujours ton numéro. Je pense que cet article parlait de nous. Les gens parlent. Ton père est furieux. Ton frère perd des clients, des sponsors. Ils ne veulent pas travailler avec quelqu'un issu d'une famille qui ferait cela à sa fille. Est-ce que c'est ce que tu voulais? Nous punir? » Elle donnait l'impression que c'était moi qui les attaquais, et non la réalité qui les rattrapait enfin. Le deuxième message vocal était plus sec. Ce sont nos affaires privées. Je ne peux pas croire que tu nous dépeignes comme des agresseurs sur Internet. C'était un seul malentendu, et maintenant tu nous fais passer pour des monstres. Un seul malentendu. C'est ainsi qu'elle appelait toute une vie à être le second choix et une décision impardonnable. J'ai fait écouter les messages à Sophie le lendemain. Elle a écouté, les bras croisés, la mâchoire serrée. Voilà, a-t-elle dit. Ils n'ont pas appelé parce qu'ils ont réalisé qu'ils t'avaient blessé. Ils ont appelé parce qu'ils ressentent enfin une fraction de ta douleur et qu'ils n'aiment pas cela. Après le travail, j'ai consulté mes courriels. Il y avait un message d'un journaliste spécialisé dans l'éloignement familial et la justice. Ils avaient lu mon article et voulaient faire un entretien anonyme plus long. Votre histoire aidera beaucoup de gens à qui l'on dit qu'ils réagissent de manière excessive à la négligence, écrivait-il. Nous pensons qu'il est important que des voix comme la vôtre soient entendues. Je suis restée assise à fixer les mots pendant que mon téléphone vibrait à nouveau avec un autre appel de ma mère. Pour la première fois, j'ai senti l'équilibre du pouvoir basculer. En grandissant, il possédait le récit. Il disait aux parents que j'étais capricieuse, trop sensible, que je ramenais toujours tout à moi. Maintenant, des inconnus lisaient ma version, et au lieu de me traiter de dramatique, ils disaient que cela leur était familier. Quelques jours plus tard, ma mère a enfin envoyé un message qui a balayé toute illusion restante, « S'il te plaît, appelle-moi. Nous sommes désespérés. » Pas, « Tu me manques. » Pas, « Je suis désolé. » Juste, « Nous sommes désespérés. » Parce que ma vérité leur coûtait de l'argent, de la réputation et l'image polie qu'ils avaient construite autour de l'idée d'être une bonne famille. Cette nuit-là, j'étais assise sur mon canapé, le téléphone dans une main, le courriel du journaliste ouvert sur mon ordinateur portable. J'ai imaginé la version plus jeune de moi-même à 16 ans, pleurant dans sa chambre après que ses parents soient partis tôt de sa cérémonie de remise de prix scolaire pour se rendre à l'entraînement de son frère. Si je répondais à cet appel pour apaiser mes parents maintenant, qui étais-je en train de trahir le plus, eux ou elle? J'ai murmuré à la pièce vide, pour cette petite fille, si je réponds, est-ce que je les sauve ou est-ce que je t'abandonne à nouveau? Question pour vous, quand quelqu'un ne vous contacte que parce que votre silence finit par lui coûter quelque chose de réel, mérite-t-il une autre chance, ou simplement les conséquences de ce qu'il a fait? En fin de compte,
J'ai rappelé, mais pas pour m'excuser. Si nous nous parlons, ai-je dit à ma mère, cela doit être en public. Un endroit neutre. Pas de cris, pas de faux-semblants sur le fait que tout cela était un malentendu. Vous dites la vérité, ou nous n'avons rien à nous dire. Elle a accepté instantanément, ce qui était presque suspect. Nous avons choisi un café à mi-chemin entre Nantes et Lyon, un endroit bondé avec de grandes fenêtres et aucun endroit où se cacher. Quand je suis entré, je les ai repérés immédiatement. Ma mère semblait plus petite que dans mes souvenirs, les rides plus profondément marquées sur son visage. Mon père semblait exactement le même, juste plus vieux, la mâchoire serrée, les bras croisés, la colère cachée sous une couche de calme. Ma mère s'est levée comme si elle voulait m'enlacer. Je me suis arrêté juste hors de portée. Bonjour, ai-je dit. C'est le docteur Morel maintenant. Les yeux de mon père ont tressailli. Il n'aimait pas cela. Nous nous sommes assis. Il y a eu une danse maladroite avec les menus et les commandes de café comme si nous étions des inconnus lors d'un mauvais premier rendez-vous. Dès que le serveur est parti, ma mère s'est penchée vers moi. Nous sommes attaqués, a-t-elle commencé. Depuis cet article, les gens nous jugent. Les sponsors de ton frère se retirent. Les clients l'évitent. La position de ton père au club est remise en question. Cela blesse toute notre famille. J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert la capture d'écran de la discussion familiale de mon jour de remise de diplôme et je l'ai fait glisser sur la table. Mon message, aujourd'hui, je suis devenu le docteur Clara Bernard. Vous avez choisi des burgers plutôt que d'être là. Je ne l'oublierai pas, sa réponse, nous avons dit que nous fêterions cela la semaine prochaine. Pourquoi fais-tu tout ce drame? Et en dessous, l'enregistrement vocal de mon père, ne sois pas dramatique. C'est juste une cérémonie. Vous voulez parler de cela, ai-je demandé. C'est ce que j'ai décrit. Vous êtes contrarié que les gens le voient enfin. La bouche de mon père s'est contractée. Nous avons fait une erreur. Les gens font des erreurs. Cela ne signifie pas que tu as le droit de nous traîner dans la boue en ligne et de détruire nos vies. Choix de mots intéressants, ai-je dit. Parce que quand vous avez manqué ma remise de diplôme de doctorat, ce n'était pas juste une erreur. C'était un choix. Vous n'avez pas oublié, vous avez priorisé votre confort. J'ai simplement écrit ce qui s'est passé. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. Tu déformes les choses. Nous t'avons toujours soutenu. Nous avons payé tes livres, ton loyer. Nous étions fiers de toi. Vous étiez fiers en théorie, ai-je coupé. Mais quand est venu le moment d'être présent, vous ne l'avez pas été. Ni au lycée, ni à l'université, et pas quand cela comptait le plus. Avez-vous oublié que vous êtes parti tôt de ma remise de diplôme du lycée pour aller à son match d'entraînement? Ou que vous avez manqué ma réception de bourse parce qu'il avait besoin de la voiture? Ils sont restés silencieux. Un couple à la table d'à côté a jeté un coup d'œil, mais je n'ai pas baissé la voix. Laissez-les entendre. Pour une fois, je voulais des témoins. Nous avons fait de notre mieux, a chuchoté ma mère. J'ai ri une fois, doucement. Non, vous avez fait de votre mieux avec lui. Avec moi? Vous avez fait le strict minimum et vous avez appelé cela de l'éducation. Et quand j'ai enfin montré le schéma récurrent, vous m'avez traité de dramatique. Mon père s'est penché en avant, la voix basse mais dure. Nous ne sommes pas des méchants dans ta petite histoire de vengeance. Les familles ont des problèmes, mais on ne les expose pas sur Internet. C'est une trahison. Vous voulez parler de trahison? Ai-je demandé. Vous m'avez trahi chaque fois que vous avez clairement indiqué que j'étais facultative. Tout ce que j'ai fait, c'est d'arrêter de garder votre secret. Ce n'est pas une trahison, c'est une révélation. J'ai sorti une copie imprimée de l'article de mon sac et j'ai tapoté les pages. Savez-vous combien de personnes m'ont écrit à cause de cela? Ai-je dit. Des gens qui ont traversé la même chose. Des gens qui pensaient être fous parce que leur famille leur disait que leur douleur n'était pas grave. Vous n'êtes pas fâché parce que j'ai menti. Vous êtes fâché parce que j'ai dit la vérité là où d'autres personnes pouvaient l'entendre. Les larmes de ma mère ont fini par déborder. Alors, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que nous rampions? Tu veux que nous admettions que nous sommes d'horribles parents? J'ai croisé son regard. Je voulais que vous soyez présent. Quand vous ne l'avez pas été, je voulais que vous assumiez. Pas de détournement, pas d'excuses. Que vous assumiez.
Le silence qui a suivi était plus lourd que n'importe quelle dispute que nous avions jamais eue. Mon père l'a rompu. Tu as prouvé ton point de vue, a-t-il dit froidement. Tu nous as punis. Alors, maintenant quoi? Tu rentres à la maison, nous passons à autre chose. Tu es notre fille. Question pour vous, si les personnes qui vous ont brisé n'admettent qu'elles souffrent que lorsque leur confort est menacé, méritent-elles de continuer à vous appeler leur famille? Il fut un temps où entendre « tu es notre fille » m'aurait brisé, m'aurait fait revenir en courant juste pour être un peu aimé. Assise dans ce café, je me sentais fatigué. Pas en colère, pas hystérique, juste au bout du chemin, non, ai-je dit finalement. Je ne rentre pas à la maison. Ma mère a reculé comme si je l'avais giflée. Tu ne peux pas penser cela, a-t-elle chuchoté. Nous sommes toujours tes parents. Biologiquement, oui, ai-je répondu. Émotionnellement, vous vous êtes licencié vous-même il y a bien longtemps. J'ai simplement fini par l'accepter. Mon père a ricané. Tu as changé un nom sur des papiers et maintenant tu penses que cela efface le sang? J'ai fouillé dans mon sac et j'en ai sorti une enveloppe. À l'intérieur se trouvaient des copies de mes documents légaux, l'ordonnance du tribunal, ma licence mise à jour et mon enregistrement professionnel. Je les ai fait glisser sur la table. Cela n'efface pas le sang, ai-je dit. Cela efface le droit que vous pensez avoir sur moi. C'est le nom qui figure sur mes diplômes, sur la porte de ma clinique, sur mes écrits, Clara Morel. C'est qui je suis maintenant. Vous n'avez pas le droit d'utiliser l'ancien nom pour me traîner à nouveau dans un rôle qui a failli me tuer. Les mains de ma mère tremblaient alors qu'elle dépliait les papiers. Les larmes brouillaient l'encre. Alors c'est tout? A-t-elle demandé. Tu nous effaces de ta vie? J'ai secoué la tête. Non, je refuse simplement de vous laisser continuer à m'effacer de la mienne. Je vous ai invité à mes étapes importantes. Encore et encore, vous avez choisi autre chose. Je vous ai cru. J'ai finalement ajusté ma vie pour qu'elle corresponde à ce que vous m'avez montré. La voix de mon père s'est élevée, me disant que je réagissais de manière excessive, que les familles normales avaient des problèmes bien pires, et que je montais un événement en épingle. Je l'ai coupé. Cela ne concerne pas un barbecue. Cela concerne toute une vie passée à apprendre que je passais en second. Secondaire par rapport au confort, secondaire par rapport aux emplois du temps, secondaire par rapport à votre enfant prodige. Mon doctorat n'a été que le moment où j'en ai eu la preuve le jour où vous avez confirmé que même au sommet de ma réussite, je ne valais toujours pas le trajet en voiture. Ma mère a tendu la main à travers la table, me saisissant le poignet. Nous pouvons arranger cela, a-t-elle supplié. Nous nous excuserons publiquement si c'est ce que tu veux. Nous dirons aux gens que nous avons eu tort. Ne rejette pas ta famille. J'ai doucement retiré ma main. On ne répare pas la pourriture avec une nouvelle couche de peinture. Il faut arracher les parties endommagées. Pour moi, cela signifie m'arracher moi-même d'un système où je ne suis aimé que lorsque cela ne vous coûte rien. Je me suis levé, la chaise grinçant doucement. À partir de maintenant, si quelqu'un vous pose des questions sur moi, dites la vérité. Dites-leur que vous aviez une fille qui est devenue le premier docteur de la famille et que vous avez choisi un barbecue plutôt que sa remise de diplôme. Dites-leur que vous l'avez traitée de dramatique. Dites-leur que vous n'avez cherché à la joindre que lorsque son histoire a commencé à vous coûter de l'argent et du statut. Mon père m'a lancé un regard noir, les yeux féroces. Tu vas le regretter un jour, a-t-il sifflé. Je l'ai regardé et j'ai réalisé que le sort était rompu. Sa désapprobation ne ressemblait plus à une condamnation à mort. Peut-être, ai-je dit. Mais je regrette déjà chaque année passée à mendier des miettes d'amour auprès de personnes qui n'ont pas pu prendre la peine de s'asseoir sur une chaise et d'applaudir. Je préfère regretter d'être parti plutôt que de regretter de ne jamais l'avoir fait. J'ai pris mon sac. La voix de ma mère s'est brisée derrière moi, prononçant mon ancien nom de famille comme une incantation qui fonctionnait autrefois. Cela n'a pas fonctionné. Je suis sorti du café, en plein soleil, et pour la première fois de ma vie, le mot « égoïste » n'a pas fait mal. Il ressemblait à de la légitime défense. Dans les mois qui ont suivi, les messages sont arrivés par vagues, la colère, la culpabilité, la négociation, la nostalgie, puis finalement le silence. Par des membres de la famille, j'ai entendu que la réputation de mon frère en avait pris un coup, que mes parents se plaignaient d'être calomniés, mais qu'ils n'avaient toujours jamais expliqué ce qu'ils avaient fait. C'est très bien ainsi. Ma vengeance n'a jamais eu pour but qu'ils admettent leur culpabilité.
Ma vengeance était simple, je me suis retiré. J'ai construit une vie sous un nom qu'ils n'ont pas le droit de revendiquer. Mes patients me connaissent comme le docteur qui les croit. Mes amis me connaissent comme la femme qui sera présente parce qu'elle sait ce que l'on ressent quand les gens ne le sont pas. Ma famille choisit c'est que je ne choisirai jamais un barbecue plutôt que leurs étapes importantes. Parfois, tard le soir, je pense à ce siège vide à ma remise de diplôme et aux chaises occupées à la fête de mon frère. Et je ressens quelque chose de proche de la paix, parce que j'ai enfin compris, le sang n'est pas un laissez-passer gratuit pour blesser quelqu'un sans conséquence. Le véritable rebondissement n'est pas que j'ai changé de nom. C'est que j'ai cessé de croire que la famille signifiait automatiquement le foyer. Alors je vous laisse avec ceci, quand les personnes qui partagent votre sang vous traitent comme si vous étiez facultatif, est-ce que rester pour préserver la paix est un acte de loyauté? Ou est-ce que partir est le premier véritable acte d'amour que vous vous montrez à vous-même?